Alors désolé pour le petit retard, on va immédiatement commencer. Donc je suis ravi d'accueillir Justine Belle-Étoile de Hello Work, donc il va nous parler d'abord de la classification multilabel pour caractériser des offres d'emploi. On part sur à peu près 25 minutes de présentation et puis on gardera quelques minutes pour des questions à la fin. La parole est à toi et bienvenue à Dataquitaine. Merci. Mais oui, bonjour à tous et puis merci pour l'accueil. Alors aujourd'hui, normalement, je devais présenter avec ma collègue Cérès, qui est aussi data scientist dans l'équipe. Et malheureusement, elle a dû partir plus tôt que prévu en congé maternité. Du coup, elle a une bonne excuse, mais elle ne peut pas être là. Donc, le programme du jour, c'est que je vais parler un petit peu du contexte en fait, de notre cas d'usage. Et ensuite, on va comparer une baseline et un modèle qui propose d'utiliser la classification multilabel pour caractériser donc, des offres d'emploi. Et puis ensuite, on aura quelques points sur comment faire en fait, pour évaluer ce genre de modèle. Tout d'abord, quelques mots sur Hello Work, très rapidement. Donc, c'est un groupe qui, via des sites internet ou des outils SaaS, met en relation des professionnels du recrutement ou des centres de formation avec des étudiants ou des actifs. Donc, aujourd'hui, on est 400 et on a prévu une centaine de recrutements en 2022, dont certains postes en data science. Voilà. Et sinon, en termes de volume d'activité, ce que vous pouvez retenir, c'est que chaque jour, c'est environ, en moyenne, 4400 personnes qui signent un contrat de travail après avoir utilisé les outils emploi d'Hello Work. On a donc une équipe data, nous sommes 6 data scientists et on va travailler principalement sur des sujets NLP pour analyser en fait les offres et les CV qui nous arrivent sous forme de texte, plus rarement sous forme d'image, donc on fait aussi un petit peu de vision. Et sinon, on a des sujets comme de la segmentation pour comprendre qui sont nos utilisateurs, ou alors des algos de recommandation, par exemple pour personnaliser les newsletters. Mais pour entrer dans le vif du sujet, vous allez voir donc la problématique qu'on se propose de regarder, c'est assez simple en fait. On souhaite trouver automatiquement le métier qui correspond à une offre d'emploi. Donc c'est un problème de classification, hein. On voudrait avoir un modèle qui nous permet de rattacher une étiquette métier à une offre et bien sûr derrière pour pouvoir exploiter cette information dans nos différents produits. Donc c'est un problème de classification de texte, hein, comme vous pouvez avoir le fait de, par exemple, trouver la catégorie d'un produit à partir de sa fiche produit, ou alors faire de l'analyse de sentiments sur des tweets, ce genre de sujet. Mais ce qu'on va voir, c'est qu'on est dans un contexte un petit peu particulier, déjà parce qu'on travaille avec plusieurs milliers de labels, hein. Il y a des tas de métiers différents qui existent. Et on a aussi des labels qui sont très proches entre un poste de data scientist et un poste d'ingénieur en intelligence artificielle. Vous savez bien qu'il y a quand même pas mal de recoupements. Et on a aussi des liens en fait entre nos labels. Alors ça peut être des liens de hiérarchie du genre on a un métier généraliste et des métiers plus spécialisés. Par exemple comptable fournisseur. Donc il y a une structure derrière tout ça. Et enfin, et surtout, on a le souci, en tout cas la particularité, que pour une même offre d'emploi, plusieurs métiers peuvent être valables. Par exemple, si on prend kiné et ostéopathe, ce sont deux professions indépendantes, mais dans certains cas, on va vouloir avoir les deux spécialités en fait. Donc face à tout ça, on s'est dit, ok, les problèmes de classification de texte qu'on connaît bien, ce sont des problèmes souvent binaires ou avec quelques classes, quelques dizaines de classes maximum. Nous, on voit qu'on est sur quelque chose d'un petit peu différent, donc on a commencé à regarder ce qui se faisait et assez rapidement, on est arrivé sur ce qu'on appelle la classification extrême. Donc là, on vous a mis une définition qui a été proposée par un chercheur de Microsoft qui a beaucoup travaillé sur le sujet. Et en gros, la classification extrême, c'est tout ce qui est classification quand on a du multiclasse, voire du multilabel, avec un nombre énorme de choix possibles. Donc typiquement, ça va être faire de la reconnaissance de visage chez Facebook, hein, puisque vous avez plusieurs milliards d'utilisateurs, ou en tout cas de gens sur les photos. Ça peut être aussi faire de la recommandation de produits sur Amazon, si vous voyez chacun des produits potentiellement recommandables comme une classe possible. Et ça peut être aussi chez Microsoft, pour Bing, ils ont complètement reformulé leur problème de ranking de requêtes comme un problème de classification extrême. C'est-à-dire que vous avez les encarts publicitaires
Et pour chaque encart publicitaire, on souhaite trouver les recherches sur lesquelles on pourrait les afficher. Et donc, ils ont pris les top 10 millions des recherches possibles. Et chacune est vue comme une classe possible. Voilà, donc effectivement, ce sont des problèmes très, très variés. Et on voit aussi, quand on regarde un petit peu les datasets de la littérature, qu'il y a des typologies de données assez variées également. On va de quelques centaines à presque 3 millions de classes, par exemple, pour les datasets d'Amazon. En termes de taille de jeu de données, on est de quelques milliers à, pareil, presque 5 millions de points dans les datasets. Et aussi, la complexité du problème est différente. Parfois, vous avez quelques classes, 3, 4 rattachées à un même point, et parfois ça peut monter jusqu'à quelques dizaines de classes. Ça peut paraître très très varié comme ça, hein. C'est tout un domaine de recherche en soi, il y a plein de propositions différentes qui sont faites, mais en regardant tout ça, on s'est dit qu'il y a quand même un certain nombre de notions qui ressemblent un peu à notre cas d'usage. La première, c'est que on a des classes qui sont très déséquilibrées. Là, pour illustration, j'ai pris notre dataset, je reviendrai en détail dessus tout à l'heure, mais en gros, ce qu'on peut retenir, c'est que la classe la plus fréquente, elle apparaît presque 14 000 fois. Et ensuite, vous voyez, on a toute une longue traîne de classes qui ne sont présentes que 4 ou 5 fois dans notre jeu. Donc forcément, ça vient compliquer l'apprentissage, hein, et ça va être difficile d'aller bien traiter les classes rares, alors même que ce sont celles qu'on voudrait sans doute vouloir ressortir. On a aussi le fait que, bien souvent, c'est très compliqué d'avoir une grande trousse qui soit complète, tout simplement parce que pour un annotateur humain, c'est juste impossible de connaître tous les labels, surtout si vous en avez plusieurs millions, et de penser à tous les labels pour chaque exemple. Donc ça fait que vos données d'apprentissage, elles ne sont pas forcément fiables, et ça vient également fausser votre évaluation. On a aussi le fait que ces sujets sont souvent dans des environnements qui changent rapidement. Typiquement pour nous, ça va être le fait qu'on a des métiers qui émergent régulièrement. Et ça, c'est lié à ce qu'on appelle le problème de l'apprentissage zéro shot. Enfin, l'apprentissage zéro shot. On a aussi besoin souvent de bien choisir la métrique de loss qu'on utilise parce que, par exemple, un loss 0,1 ou un Hamming loss, il va gérer pareil les quelques labels pertinents et les milliers, voire millions de labels négatifs qui ne vous intéressent pas. Donc, ce n'est pas forcément intéressant pour l'apprentissage. On a aussi, comme je le disais, des structures derrière les labels. Donc ça peut être de la hiérarchie, mais ça peut être aussi des corrélations entre vos labels. Et ce qu'on voit, c'est que souvent, on se tourne vers des algorithmes qui vont justement exploiter cette structure, soit pour aller gagner des points de performance, soit au moins pour en accélérer l'apprentissage, en fait. Et enfin, on a aussi des enjeux sur la taille des données, hein, puisque si vous avez, mettons, 10 millions de classes, mécaniquement, votre jeu d'entraînement, il aura au moins 10 millions de points, et même, j'espère, un peu plus. Et forcément, vous avez un espace des features qui va avec, hein, qui est donc très vaste. Là, pour illustration, on s'est amusé à regarder comment varier la taille du vocabulaire présent dans nos offres d'emploi et le nombre de classes quand on prenait une taille de dataset de plus en plus grande. Donc forcément, le nombre de classes augmente, mais vous voyez que la taille de vocabulaire augmente avec aussi, ce qui peut paraître logique, hein, parce qu'intuitivement, on se dit chaque métier vient avec son champ lexical particulier, en fait. Donc, justement, notre dataset, on a travaillé pour l'entraînement avec 900 000 offres d'emploi. Et donc, chaque point, c'était une offre d'emploi, un texte qui était rattaché à un ou plusieurs métiers. Et on a 2850 labels en tout. Donc, on avait quand même une grande majorité d'offres avec uniquement un métier rattaché, mais un peu plus de 12% qui avaient 2 ou plusieurs, ça peut monter jusqu'à 5 métiers différents qui sont rattachés. Et juste, on est donc sur de la classification de texte, et je dirais sur une longueur moyenne de texte, hein, la majorité des offres ont entre 100 et 200 mots. Donc c'est pas juste une petite phrase courte, mais c'est pas de la classification de romans non plus. Donc vous allez me dire, ok, on est peut-être quand même à mi-chemin entre la classification de texte classique et la classification extrême, oui, mais ce qui est important, c'est de voir que notre problématique, elle est dimensionnée par le fait qu'on a énormément de classes à gérer, que ces classes se recoupent, et que c'est très difficile d'avoir des données sur lesquelles s'appuyer qui soient vraiment parfaites en termes d'annotation.
En regardant ça, on peut penser par exemple à ce que fait Wikipédia quand ils affectent des tags à leurs articles. Bon, sauf qu'eux, ils ont 2 millions de tags différents, mais c'est un peu la même idée. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est de voir qu'eux, ils utilisent un modèle multilabel. On affecte plusieurs tags à un article. Et bien sûr, on voudrait faire ça avec un algorithme qui soit capable, au niveau de sa complexité, de gérer un grand volume de données. Et surtout, ce qui est crucial, c'est un grand volume de labels. Donc concrètement, comment est-ce qu'on fait pour mettre un petit peu toutes ces idées en place sur notre cas d'usage? Donc on est parti sur un modèle fast text, donc qui permet d'apprendre des word vectors ou alors de classifier du texte. Donc le modèle fast text, il est très similaire au skipgram, hein, donc on va entraîner un réseau de neurones à prédire les mots du contexte à partir du mot central et utiliser en fait les poids de la hidden layer pour obtenir les embeddings. Mais la particularité de fast text, c'est que lui, il apprend des représentations aussi pour tous les n-grammes de caractères présents dans le mot. Et en fait, on somme les représentations des n-grammes et du mot complet pour obtenir la représentation finale. C'est un modèle qui nous a paru intéressant parce qu'il présente plusieurs atouts. La première, c'est que grâce à ces n-grammes, il prend en compte la structure des mots et il est capable de gérer les mots hors vocabulaire. C'est aussi un modèle qui est rapide, hein, parce que l'algorithme est linéaire, et puis il y a un système de hash au niveau des n-grammes pour caper la mémoire en fait, allouée pour les embeddings. Et puis on a aussi plusieurs implémentations qui sont disponibles, notamment celle de FastText, donc de Facebook, qui est l'équipe qui a proposé le modèle à la base, qui est une librairie C++, et vous avez un binding Python. Donc très pratique à utiliser pour les data scientists que nous sommes. Pour l'utiliser pour de la classification de texte, c'est très facile également. Vous avez votre séquence, vous la découpez en mots. Chaque mot, vous êtes capable d'obtenir sa représentation, donc son embedding. Vous les moyennez, vous avez donc une représentation pour votre séquence complète. Et ensuite, derrière, vous rajoutez une couche de classification linéaire. Et comme ça, vous pouvez faire de la classification mono ou multilabel. Sachant que dans les implémentations, vous avez des optimisations qui sont disponibles. Par exemple, le fait d'utiliser un softmax hiérarchique, ça permet de gérer justement un très grand nombre de classes sans faire trop exploser la complexité. Et en classification multilabel, ce qui est intéressant aussi, c'est d'utiliser un loss one versus all. Ça permet que pour chacun de vos labels, vous obtenez au final un score entre 0 et 1. Et donc, vous pouvez filtrer vos prédictions pour sélectionner les labels à conserver grâce à un système de seuil qui sera le même pour toutes les classes. Alors, le petit test qu'on vous propose, c'est de regarder sur notre dataset d'entraînement qu'est-ce que ça donne si on entraîne un modèle fast text multilabel et qu'on le compare à une baseline qui, elle, serait monolabel. Et donc, pour ça, on a conservé pour chaque offre uniquement le premier métier, s'il y en avait plusieurs qui étaient rattachés. Et ensuite, on s'est évalué sur un jeu de test de 250 000 offres qu'on avait obtenues en stratifiant les données initiales. Hein, donc, on retrouvait bien les 2850 métiers possibles. Et on a fait des essais sur la taille du dataset aussi, de voir ce que ça donnait en prenant de plus en plus de données. Alors, je vous propose de regarder un petit peu les résultats qu'on peut voir. Alors, globalement, ce qu'on voit, c'est que le modèle multilabel, il nous apporte un petit peu plus de performance. Et ça, surtout, c'est vrai, quelle que soit la taille du jeu d'entraînement. Au global, au final, si on prend tout le jeu complet, on est arrivé à 5 points de plus si on s'intéresse au F-score. Ce qui est intéressant aussi de voir sur cette slide, c'est si vous regardez le graphique en haut à droite, là, on a regardé le nombre de labels uniques qu'on arrivait effectivement à prédire sur notre jeu de test en fonction de la quantité de données disponibles à l'entraînement. Donc forcément, vous avez un petit effet mécanique de moins il y a de données à l'entraînement, moins il y a de classes en fait, qui sont effectivement représentées dans le jeu d'entraînement, mais en fait assez rapidement, au bout de 20% des données, on arrive à balayer toutes les classes. Et malgré tout, les deux modèles, pour le coup, peinent à aller chercher cette variété de classes sur le jeu de test. Par contre, on remarque que le modèle multilabel, lui, il reste systématiquement au-dessus. Il va chercher une plus grande variété de classes. Peut-être que quelques exemples seront un petit peu plus parlants. Donc là, je vous ai mis juste le titre des offres d'emploi. Mais déjà, sur ce premier exemple, on voit très clairement que le modèle multilabel, il a un avantage puisqu'il y a
effectivement 3 métiers qui correspondent à cette offre d'emploi, qu'il arrive à faire ressortir, alors que la baseline, elle, est limitée à une seule réponse en sortie, celle qu'elle juge la plus probable. Sur ce deuxième exemple, ce qui est intéressant là, c'est de voir toute la difficulté d'avoir une vérité de terrain qui soit fiable. Puisque si vous regardez un petit peu, je pense que si on avait demandé à des humains de juger les prédictions des 2 propositions, sans doute qu'elles auraient été validées dans les 2 cas. Et pourtant, il n'y a aucun des 2 modèles qui ajuste au sens de il a prédit très exactement ce qu'on avait annoté dans notre vérité terrain. Et enfin, sur le 3e exemple, là, on voit que le modèle multilabel, il arrive à trouver non seulement le métier d'infirmier, mais le métier d'infirmier bloc opératoire, qui est la spécialisation, ce que n'arrive pas à faire le modèle monolabel, qui se limite au niveau infirmier. Donc, il est moins précis dans ses prédictions. Également, ce qu'on s'est amusé à faire pour justement voir quel était l'apport du modèle multilabel par rapport au nombre de classes, en fait, on a recatégorisé nos offres. Donc, on a pris exactement les mêmes données, mais on les a reclassées dans 14 domaines métiers, donc beaucoup plus vastes, banque, assurance, santé, etc. Ce qui fait qu'on avait moins de classes, on n'en avait plus que 14. Elles se recoupaient beaucoup moins, c'était des concepts plus différents. Et alors, on a aussi moins d'offres qui, du coup, appartiennent à plusieurs classes. On n'en a plus que 5% ici. Et en faisant ça, on a pu constater 2 choses. La première, c'est que déjà, avec beaucoup moins de données, on arrive à atteindre tout de suite des résultats plutôt bien, et pour les 2 modèles, en fait. Et ensuite, si on prend le jeu complet, on voit que l'écart au niveau des scores, c'est quand même drôlement resserré entre la baseline et le modèle multilabel. Là, finalement, l'apport du multilabel n'est pas si important que ça, et on pourrait s'en tirer très bien avec une classification monolabel habituelle, je dirais. Alors, depuis tout à l'heure, je vous présente des résultats en vous parlant de F-score, mais dans cette dernière partie, je voudrais justement voir avec vous que choisir une métrique pour évaluer ces modèles, ce n'est pas si évident que ça, dans le cas multilabel. On pourrait penser à regarder l'accuracy, c'est-à-dire considérer que le modèle ajuste quand il prédit tous les métiers que j'attendais et uniquement les métiers que j'attendais. Là, si on prend un petit exemple que je vous propose, on a 4 points dans le dataset, 3 classes possibles. Là, on aurait une accuracy de 0,25. Donc, on voit que c'est quand même une mesure qui est très, très sévère, parce qu'en fait, elle ne prend pas du tout en compte les prédictions partielles qui sont faites, par exemple, sur les exemples 3 et 4. On peut sinon se tourner vers la précision et le rappel, qu'on connaît bien. Donc ça, c'est possible de le calculer pour chaque classe. Je vous ai déroulé le petit calcul ici. Mais dans ce cas-là, quand on a 3 classes, c'est encore faisable de lire le tableau rouge et de l'évaluer. Mais si on est sur plusieurs milliers de classes, et je ne vous parle pas de plusieurs millions, là, ça devient complètement impossible de comprendre ce tableau d'un seul coup d'œil. Ce qu'on voudrait, c'est avoir en fait une seule précision et un seul rappel. Donc, on passe par des valeurs moyennées. Mais il y a plusieurs manières d'obtenir ces moyennes. La première, c'est de faire une micro-moyenne. Donc ça, vous repartez de vos comptes des trous positifs, faux positifs pour chacune de vos classes et vous les additionnez, vous calculez une précision et un rappel. Donc quand vous faites ça, vos classes majoritaires, en fait, elles vont compter pour beaucoup plus dans le nombre de trous positifs, faux positifs, etc. Donc elles vont un petit peu prendre le pas sur les classes minoritaires. Sinon, vous pouvez faire une macro-moyenne. Donc là, vous faites juste la moyenne sur toutes les classes. Ça peut être plus indiqué quand vos classes sont déséquilibrées parce que ça gomme en fait, chaque classe est prise à part égale, quoi. Sinon, vous pouvez faire une moyenne pondérée, donc vous pondérez chaque classe par son support. Il faut savoir que quand vous faites ça, vous faites également la même chose pour les F-scores, vous faites une moyenne pondérée des F-scores, et donc le F-score que vous obtenez en sortie n'est pas forcément compris entre votre précision et votre rappel. Donc il faut juste en être conscient parce que ça peut être un peu perturbant quand on regarde les résultats, puisque généralement le F-score est compris entre précision et rappel. Et enfin, autre possibilité, c'est de moyenner non plus sur les classes, mais de calculer une précision et un rappel pour chaque exemple et de faire la moyenne sur les exemples, en fait. Quand vous faites ça, encore une fois, votre F-score, il n'est pas compris forcément entre votre précision et votre rappel.
Donc là, je vous ai fait le petit calcul, donc on ne va pas lire toutes les cases, mais ce qu'on peut voir, c'est que par exemple au niveau de la précision, on a une valeur minimum pour la macro moyenne qui est à 0,44, ce qui peut paraître vraiment pas terrible. Et la valeur maximum, c'est 0,67, ce qui n'est pas dingue, je vous l'accorde, mais ce qui peut paraître déjà mieux, alors qu'en fait, on parle des mêmes données avec les mêmes prédictions. Donc vraiment, là, ce qu'il est important de voir, c'est qu'il faut choisir une métrique et être conscient de ce qu'il y a derrière, en fait. Comment est-ce qu'elle est calculée? Qu'est-ce qu'elle avantage? Qu'est-ce qu'elle désavantage? Et je dirais plutôt s'en servir pour comparer des propositions, comparer des modèles entre eux, comparer des combinaisons d'hyperparamètres, etc. Mais pacifier comme étant une valeur absolue qui va vous donner un jugement sur la qualité de votre modèle. Il y a d'autres critères d'évaluation qui peuvent vous intéresser. Par exemple, le fait de prendre en compte la proximité entre les labels, parce que vous sentez bien que toutes les erreurs ne sont pas forcément équivalentes. Parfois, vous êtes juste un tout petit peu à côté. Donc pour ça, soit vous êtes capable de les classer par type, les erreurs pas très graves, les très graves et celles qu'on ne veut surtout pas voir, et ensuite pondérer ça dans vos calculs. Ou sinon, carrément introduire une mesure de similarité entre vos labels. Mais si vous faites ça, il faut savoir quelle mesure de similarité est-ce qu'on choisit, comment est-ce qu'on la détermine. Et je dirais, ça rajoute un petit peu d'approximation à l'approximation, quoi. Donc ça devient vraiment beaucoup plus difficile d'interpréter le résultat en sortie. Un autre point, c'est de regarder la capacité de votre modèle à prédire un grand nombre de classes. Ça, c'est lié au fait que vos classes sont déséquilibrées et donc nécessairement, à un moment, il va y avoir un compromis à faire entre est-ce que j'arrive à atteindre toutes mes classes et est-ce que je suis précis dans mes prédictions. Je dirais que là, l'importance de ce critère, ça va vraiment dépendre de votre cas d'usage. Par exemple, j'imagine que pour Bing, qui souhaite afficher des encarts publicitaires sur des recherches, ça va être important d'aller arroser, entre guillemets, un grand nombre de recherches, parce que c'est mieux que de ne rien afficher. À l'inverse, pour nous, on préfère prédire un métier pour une offre s'il correspond effectivement à l'offre, plutôt que de prédire plein de métiers différents, mais qui finalement ne correspondraient jamais vraiment aux offres auxquelles ils sont affectés. Et enfin, vous pouvez aussi vous intéresser à est-ce que votre modèle a été capable de retrouver, de comprendre la structure qui était sous-jacente à vos classes. Par exemple, voir est-ce que le modèle est cohérent avec lui-même quand il s'agit de classes hiérarchisées, est-ce qu'il prédit dans la hiérarchie, etc. Voilà, donc j'arrive au bout de ma présentation. Là, ce qu'on a vu, c'est que dans notre cas d'usage, en tout cas, il y avait pour nous un intérêt à se tourner plutôt vers de la classification multilabel pour caractériser nos offres d'emploi. Déjà parce qu'on avait un gain au niveau des métriques, mais surtout parce que le fait d'autoriser plusieurs métiers pour une offre d'emploi, ça nous permet d'avoir des prédictions qui sont beaucoup plus riches d'informations et donc plus facilement exploitables derrière dans les différents usages, dans les différents produits pour lesquels on les utilise. Bien sûr, il y a des tas d'autres choses qu'on pourrait avoir envie de faire ou des points qu'on voudrait avoir envie de creuser. Donc, notamment le fait d'intégrer cette notion de proximité entre métiers à notre évaluation, ou aussi de pallier à la difficulté d'obtenir une vérité terrain bien annotée en faisant des corrections itératives en fait, sur nos datasets, peut-être en prenant un sous-set de labels, en regardant les prédictions, en rajoutant peut-être les prédictions qui étaient manquantes, entre guillemets, et puis voilà, en regardant de manière itérative comment est-ce que augmenter la qualité des données d'entraînement arrive à faire progresser le modèle. Mais je ne sais pas du tout où on en est au niveau du temps. Mais si vous avez des questions... On est dans le timing, merci. Sur la partie proximité, vous allez utiliser des fonctions de distance, du coup comment vous allez procéder? On a essayé des choses avec nos classes. Comme je disais, il y a une structure, donc on a un certain maillage, on sait quels métiers sont proches les uns des autres. On a essayé d'introduire ça, mais finalement, pour une première version de modèle, ça venait plus compliquer les résultats qu'autre chose. Donc pour l'instant, on est parti sans. Mais c'est effectivement des choses qu'on aimerait... qu'on est en train de travailler pour intégrer ça. Alors on a le temps pour une ou deux questions. Je regarde sur le chat, n'hésitez pas aussi. Il y a à peu près 70 personnes de connectées qui peuvent poser des questions. Dans la salle, est-ce qu'il y a une question ou deux? On a 2-3 minutes. N'hésitez pas. Oui.
Bonjour, Alexandre Napous, ingénieur data scientist. J'ai une question. Vous avez parlé là, vous aviez songé à la proximité au niveau de l'évaluation. Est-ce que vous avez pensé à le faire pour l'entraînement aussi, pour plus tard peut-être, ou d'intégrer cette notion de proximité dans l'entraînement pour avoir un espace peut-être? Oui, alors on a fait des tests où, au lieu, entre guillemets, de garder uniquement le métier qui avait été annoté pour une offre d'emploi, on rajoutait en plus les métiers proches. Donc c'était, disons, une annotation un peu plus bruitée parce que tous les métiers n'étaient pas équivalents et on se retrouvait avec vraiment beaucoup de métiers par offre, mais justement on voulait tester l'impact que ça avait. Alors j'ai pas présenté les résultats ici. Finalement on est parti sur un entraînement qui ne conservait que le métier principal, mais ça pourrait être, je suis d'accord, de l'info intéressante à intégrer, ou peut-être pas, justement, peut-être la pondérer, réussir à pondérer ça dans l'entraînement. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais... Oui, très bien, merci. Alors apparemment on n'a pas de questions en ligne. Donc n'hésitez pas en tout cas à contacter Justine, on mettra les coordonnées et la présentation donc sera diffusée également. Merci beaucoup. Le replay sera disponible également sur YouTube. Et on va passer, avant de passer à la seconde présentation, merci Justine. Merci On beaucoup. a